Bonsoir à tous. Je suis très heureux de voir une salle aussi remplie. Surtout que j'étais assis exactement au même endroit il y a 2 ans. Ça fait un peu bizarre. Mais merci donc d'être venu ce soir et j'ai le plaisir pour cette première soirée d'accueillir Dominique Bourg, qui est philosophe et professeur à l'Université de Lausanne, qui a récemment sorti un livre très intéressant qui s'appelle La primauté du vivant aux presses universitaires de France. Et on devait normalement avoir un entretien ce soir à 3 avec François Gemène. Hélas, juste pour vous rappeler qu'on est toujours dans ce contexte-là, François Gemène étant positif au Covid, il ne sera malheureusement pas là ce soir, mais il n'en demeure pas moins et on aura l'occasion malgré tout de parler de ces thématiques à lui qui sont celles des migrations, et je vous conseille malgré tout de lire son livre « On a tous un ami noir », qui est, les circonstances s'y prêtent particulièrement bien, très intéressant pour tordre un peu le cou à certaines des idées reçues qu'on a tendance à nous rabâcher dans le contexte de la campagne électorale actuelle à propos effectivement des migrations. Donc, Dominique Bourg, merci beaucoup. Pour parler finalement de la thématique de ce soir qui porte sur le catastrophisme et de la nécessité finalement du catastrophisme pour la prise de conscience, on pourrait peut-être commencer par l'événementiel récent qui est la COP26. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur la COP26 et notamment sur cette prise de conscience qui pourrait justement avoir été une des caractéristiques ou non de la COP26. Alors c'est une catastrophe, la COP26, mais pas dans le sens classique. Malheureusement, elle se situe dans le sillage des COP précédentes. Je vous rappelle que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques était signée dans la foulée de Rio en 82. Je crois que la première COP, ça devait être 95, quelque chose comme ça. Vous vous souvenez tous de la COP 21 à Paris en novembre-décembre 2015. Et en fait, après chaque COP, les émissions augmentent. Et là, pour la COP 26, et encore, on ne tient pas compte de tout, on s'attend à une augmentation de 14% des émissions par rapport à 2010 et pas par rapport à 90, d'ici à 2030. Là, je viens d'apprendre que, en plus, c'est de ne pas tenir compte du fait que certaines capacités d'absorption, par exemple ces forêts pour la Malaisie, sont largement surévaluées. Et puis, juste avant la COP, l'ONU avait publié les projections de développement pétrolier, gazier et charbonnier au monde. Et en fait, c'était complètement hallucinant. Donc, vous pouviez savoir avant la COP 26 qu'elle ne donnerait aucun résultat. Et si vous regardez, c'est un texte qui m'est cher, si vous regardez justement un des articles, l'article 3, alinéa 5 de la fameuse Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il vous est dit que mon climat c'est sympa, mais s'il faut entraver le commerce international, non, on préfère des sujets sérieux. Donc vous pouvez savoir à l'avance que le processus serait difficile. En plus, je vous renvoie à un livre excellent qui a été publié presque il y a au moins 5-6 ans par Abinao et Stéphane Aïkout, qui montrait qu'il y avait une espèce de schisme de réalité entre le référentiel qu'on se donne dans les négociations et puis finalement ce que les scientifiques du climat, ce que la recherche a à nous dire. Alors c'est vrai qu'après les quelques années qu'on a connues depuis 2018 et puis en plus la liste d'événements extrêmes de cet été, ça paraît quelque chose d'hallucinant. Cette façon de faire, elle est c'est très difficile de l'expliquer, mais bon, mon explication, on va valoir ce qu'elle vaut, mais disons qu'on a des problèmes écologiques qui interviennent dans un contexte informationnel, un contexte politique, un contexte économique qui est très particulier, et je dirais qu'on a quand même des gens aux manettes, pour la plupart, qui, mais excusez-moi, mais qui sont quand même un peu des psychopathes. Et donc, si on regarde les choses sous cet angle-là, ça paraît déjà un peu moins étonnant, effectivement, qu'ils ne soient pas à la mesure de ce qu'on peut attendre. Plus ça va, plus, encore une fois, ils prennent des engagements de plus en plus loin dans le futur,
j'exagère, mais ça débouche beaucoup entre-temps. Alors, on y reviendra sans doute dans la discussion. Maintenant, il y a aussi des raisons plus sérieuses à cette inaction. On pourra peut-être les envisager. Justement, on a eu, avant cette COP, une succession remarquable d'événements extrêmes, donc on peut tout à fait considérer comme des catastrophes, et qui, beaucoup d'études l'ont montré, sont directement liées au changement climatique. On l'a montré pour le Canada, on l'a montré pour l'Allemagne, qu'il y avait une part non négligeable de causes qui étaient directement liées au changement climatique. Et pour autant, on n'a pas l'impression que ça ait servi à quelque chose. Donc qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse avoir justement cette prise de conscience? Alors, je nuancerai quand on dit que ça n'a servi à rien. Je reviendrai sur les événements en question, mais non, je ne pense pas que ça serve à rien. Je pense qu'on a des élites qui sont faites sur ces questions-là, qui sont relativement divisées. Et je vais être très schématique, mais en gros, quand elles ont les mains aux manettes, elles ne font rien. Elles sont soit dans un déni affiché, soit dans un déni mensonger. Et en revanche, on a dans beaucoup d'institutions aujourd'hui des élites qui commencent à prendre la mesure des choses. Je vais vous donner quelques exemples. Là, le premier exemple, c'est celui il y a quelques années, la Cour suprême hollandaise, qui, face à une association qui s'appelait Urgenda, qui accusait le gouvernement bâtard de ne pas être à la mesure. Et effectivement, la Cour suprême hollandaise a donné raison à l'association et a demandé au gouvernement d'augmenter ses réductions d'émissions. Un tribunal de niveau inférieur en Hollande, il y a quelques mois, a intimé l'ordre à la compagnie Shell, de façon extraterritoriale, de réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030. Vous avez le Conseil d'État en France, quand il a condamné le gouvernement Macron, à la suite de l'affaire Grande-Synthe et notre affaire à tous, moi-même, ça m'a vraiment étonné, parce que si vous voulez, jusqu'alors, le Conseil d'État ne se souciait pas tellement des questions environnementales. La Cour constitutionnelle allemande, il y a quelques mois, a intimé au gouvernement Merkel, qui avait pourtant endossé l'objectif européen de moins 55% des émissions directes à l'horizon 2030, mais seulement des émissions directes, je vais revenir, mais quand même, c'est pas déjà rien. Et la Cour de Karlsruhe a exigé que le gouvernement augmente. Et Merkel a proposé moins 65. Si vous prenez l'Agence européenne de l'environnement, elle a publié mi-janvier un rapport qui est très court, mais très incisif, est complètement contradictoire avec le plan de von der Leyen, disant que nos problèmes, c'est à la fois le volume de nos économies et nos infrastructures. C'est un diagnostic décroissant de façon très très claire. L'agence, je terminerai là, l'Agence internationale de l'énergie, en 2018, avait sorti un rapport très intéressant sur le fait qu'on manquerait probablement de pétrole liquide dans la décennie des années 2020, tout simplement parce qu'il n'y avait aucun investissement en Russie. C'est le seul endroit où on pourrait probablement développer les pétroles et les gaz non conventionnels, comme on l'a fait depuis 2009 aux États-Unis. Et là, en mai, je crois, ils ont dit qu'au contraire, il fallait maintenant désormais stopper toute nouvelle exploitation de gisements d'hydrocarbures. Ça va quand même loin. Donc voilà, on a cette espèce de division dans les élites. Puis alors on a un président de la République qui est une hypocrisie incroyable. Alors il faut que vous fassiez gaffe parce que dans la COP 26, vous avez des réunions extérieures sans qu'il y ait le moindre cadre où, pour faire plaisir à des journalistes, un certain nombre de pays se sont engagés à plein de trucs. Ces engagements n'ont aucune valeur juridique et ils sont totalement étrangers à la COP. Dans ce cadre-là, la France s'était engagée à cesser les hydrocarbures et en fait, au même moment, notre cher président de la République écrivait à un de ses homologues africains pour l'encourager à autoriser Total de faire 400 forages. Donc, c'est en même temps. Bon. Et donc, voilà un peu la situation dans laquelle on est. Et très sincèrement, c'est pas facile à comprendre. Moi, je n'ai pas une analyse qui donne une clarté absolue à tout ça. Pour revenir à un des thèmes de votre livre, est-ce que ces exemples que vous avez cités sont déjà d'une certaine manière le signe d'un changement de paradigme
qui du coup viendrait collisionner, si je puis dire, ou s'opposer au paradigme dominant qui résiste pour l'instant. Moi, j'aurais tendance à penser ça. Alors, l'argument le plus fort que j'ai en fonction de ça, c'est, et là, je renvoie à un livre que j'ai avec ma co-directrice, l'a publié dans la collection L'écologie en question, c'est le livre de Mathieu Calame. Mathieu Calame est le directeur de la FPH, la Fondation pour le Progrès, mais c'est un agronome. Et en fait, c'est une thèse qu'il a fait avec moi. Et donc, dans ce livre, il nous rappelle que dans l'histoire post-néolithique, on a connu 4 types de sociétés, 4 types dominants. La communauté agraire, au bout de quelques millénaires, certaines de ces communautés agraires se sont transformées en empires agraires, sont apparues ensuite les cités marchandes, évidemment plus tard, la société industrielle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à chacun de ces types de sociétés a toujours correspondu un type d'agriculture originale. Et là, aujourd'hui, quand on regarde de manière générique le côté de l'agroécologie, et qu'on regarde la permaculture, qu'on regarde l'agroforesterie, l'idée est la même. L'idée, c'est de rompre avec une logique d'affrontement des écosystèmes, c'est-à-dire on leur substitue des agrosystèmes avec une seule espèce, par rapport au fonctionnement d'un écosystème, et un truc tout à fait baroque, on arrête le labour, etc. Et on joue sur la complémentarité des plantes. Vous n'avez pas échappé que dans les écosystèmes naturels, vous n'avez pas besoin d'engrais, vous n'avez pas besoin de pesticides. Si vous en avez besoin, c'est parce que vous faites de la monoculture, en plus que vous avez bousillé toutes les haies, etc. Bon. Et donc, on voit bien qu'on a déjà un dispositif agricole, qui n'est évidemment pas dominant, qui est marginal, les modes d'agriculture dont je vais vous parler, mais qui est déjà une possibilité de faire fonctionner toute l'agriculture différemment. Et évidemment, ça ne serait possible que si la société elle-même changeait. Et puis vous avez d'autres éléments, vous avez le droit de la nature, même du côté des entreprises. Alors on parle d'économie circulaire, c'est souvent à mettre entre guillemets, mais on parle de biosourcement, on parle de... même l'idée d'entreprise à mission est intéressante parce que ça consiste à dire que la fonction d'une entreprise n'est pas simplement la production de richesse, qu'elle a d'autres fonctions dont elle doit tenir compte, et on peut élargir ça à beaucoup d'autres choses. On voit dans la société d'aujourd'hui des différents éléments qui, si vous les mettez ensemble, donne un profil de société qui est très différent de celui qu'on connaît. Donc je pense, oui, qu'il y a déjà quelque chose qui est présent, il y a déjà une forme d'avenir qui est présente. Évidemment, ceux qui sont les tenants du système font bien sûr tout pour, par le mensonge souvent d'ailleurs, font tout pour que ça ne se développe pas. Mais à mon avis, c'est une peine perdue, ça finira par se développer. Évidemment, plus tard ça se développe, plus mal c'est. C'est-à-dire qu'on a finalement une émergence de ce type de nouveau paradigme qui se fait plutôt par la base que par finalement le sommet. Oui, ce qui est assez classique en général, hein, parce que non, si vous êtes au sommet, ben, vous venez alors d'établir et vous n'êtes pas très enclin à le laisser partir. Bon, donc là, on est dans un schéma vraiment classique. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous raconte, c'est pas un schéma marxiste. C'est-à-dire que c'est vrai sur les arts, c'est vrai en morale, c'est vrai dans tous les domaines. Est-ce qu'on n'a pas un exemple assez parlant à travers le débat sur le nucléaire, qui fait une sorte de consensus politique, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut. Oui, c'est un débat très compliqué. Je ne suis pas du tout un fanatique du nucléaire, je vous le dis tout de suite. Mais là, on est face à une difficulté qu'on n'est pas capable de trancher aujourd'hui. Maintenant, attention, si on insiste trop sur le fait qu'on n'est pas capable de la trancher, on va finir par la trancher dans le mauvais sens. Je m'explique. C'est-à-dire que sur le papier, un système 100% ENR, sur le papier, est possible. C'est pas simple parce qu'un réseau électrique, ça a besoin au moins d'une partie pilotable. Et les ENR sont des énergies renouvelables, solaires ou éoliens sont intermittents. Et le moment où ils produisent le plus, ce n'est pas forcément le moment où vous aurez besoin. Et puis en plus, si vous n'avez pas une constante de production, le réseau s'effondre. Donc ça ne peut marcher que si on sait mettre en place des systèmes de stockage qui ne perdent pas complètement les coûts, qui permettent ce pilotage, et avec une déperdition d'énergie qui n'est pas trop importante,
et sans qu'on soit pris dans un goulot d'étranglement en termes de matériaux. Alors ça peut se faire avec de l'hydrogène, ça peut se faire avec de la méthanation, et puis dans les pays, alors ce sera peut-être très différent d'un pays à l'autre. Hein. Si vous avez un pays avec beaucoup de barrages, ben vous avez par définition un gros volant pilotable, c'est beaucoup plus facile. Et si vous regardez les pays aujourd'hui qui ont le mix électrique, ou c'est même presque pas un mix, si vous prenez la Norvège qui est le pays le mieux placé, c'est à peu près comme le Québec, hein, c'est pratiquement toute l'hydroélectricité en Norvège. Après, vous avez la Suède c'est 30% nucléaire, et après vous avez la France. Ensuite, après vous avez la Suisse. Alors, la France c'est 70% nucléaire, la Suisse ça doit être 40, je crois, et un peu moins de 60 pour les barrages. Et donc, le problème, c'est que, évidemment, il faut qu'on investisse, il faut qu'on aille au maximum, et je vais vous expliquer pourquoi, vers le 100% renouvelable. Si on n'en était pas capable, ça veut dire qu'on n'en serait pas capable à l'échelle internationale, et ça voudrait dire qu'on n'aurait aucun système électrique qui fonctionnerait au monde, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de barrage, qui fonctionnerait sans nucléaire. Alors en termes d'énergie primaire, parce que là, ce qu'on appelle la transition énergétique, ça consiste aussi à faire basculer là où on employait des fossiles pour les transports, pour l'exploitation des mines, etc., à faire basculer du fossile à l'électrique. Donc tout va se rabattre sur l'électricité. Donc ça voudrait dire qu'on peut carrément prendre le référentiel de l'énergie primaire. Et aujourd'hui au monde, le nucléaire comme source d'énergie primaire, c'est quelques pourcents. Avec des tensions qui existent déjà sur l'uranium-235. Donc là, on est, si vous voulez, alors j'espère qu'on réussira, ce 100% nucléaire, mais je n'ai aucun modèle opérationnel aujourd'hui qui permettrait de le dire. On va y arriver, je pense qu'on va y arriver, mais c'est une opinion fondée, mais ce n'est pas une certitude. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Donc on est face à un avenir énergétique qui est quand même relativement incertain. Et en fait, c'est une des difficultés de plus par rapport au climat, par rapport au désengage du vivant, par rapport à d'autres pressions sur les ressources, évidemment. Tout ça est lié. Donc on rentre quand même dans une période qui est une période lourde, difficile, avec beaucoup de défis. Et ces défis, on va devoir les affronter, et pour moi c'est une question clé, avec un paysage de l'information qui est catastrophique. Si vous voulez, je ne suis pas forcément nostalgique de RTF, mais quand vous aviez une ou deux chaînes, et quand vous parliez au travers de ces chaînes, vous étiez obligé de vous exprimer pour tout le monde. Donc vous ne pouviez pas avoir un discours extrême. En revanche, quand vous avez une pluralité de chaînes en concurrence, ben c'est un peu comme une primaire. Pour attirer le chaland, il faut avoir un discours très particulier. Il faut avoir un discours de niche. Donc ça vous donne, par exemple, Fox News aux États-Unis. Ça vous donne CNews en France, qui est exactement sur le même modèle. Franchement, c'est pas génial. C'est-à-dire que si vous regardez quelqu'un qui regarde CBS et quelqu'un qui regarde Fox News, je suis désolé, mais ils n'habitent pas sur la même planète. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début du mandat de Trump, Fox News avait raconté qu'il y avait eu un attentat horrible en Suède. Évidemment, Trump, qui ne regarde que Fox News, avait réagi officiellement, et bien sûr, il n'y avait eu aucun attentat en Suède. Mais comme il réagissait pour les auditeurs Fox News, c'était franchement pas un problème. Et donc, à ça, vous rajoutez la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, et alors notamment les GAFA, avec les moteurs de référence. Si vous voulez, la stratégie avouée de YouTube, on voit, moi je me souviens vraiment de ça durant la campagne de 2017. Je n'étais pas un supporter très convaincu et très vivace de Macron, mais quand je voyais sur YouTube que c'était un zoophile, j'avais quand même quelques doutes. Je ne suis pas à la place de Brigitte, mais je pense que quand même c'était assez osé comme affirmation. Et en fait, vous enfermez les gens dans un réseau de conneries totales. Et là, vous avez aux États-Unis 75 millions d'électeurs qui votent
Trump et qui sont tous à des degrés divers complotistes. Alors, ils peuvent être QAnon, ils peuvent être récentistes, ils peuvent être célibataires non volontaires, ils peuvent être platistes, je vais l'oublier, mais en tout cas, ils sont tous persuadés que Trump a été élu et qu'on lui a volé son élection. Donc, dans le genre complot, c'est pas mal. Donc, quand vous en arrivez là, comment vous voulez parler et partager des sujets sérieux? Ça devient très difficile. Si on a des mesures à prendre, difficiles, même si on les prend de manière juste, parce que quand on a eu la taxe de 3 centimes d'euros sur le litre d'essence au moment du départ des Gilets jaunes, ils ont eu raison. Ça venait accroître une situation de précarité énergétique qui est une masse où vous avez 6 à 8 millions en France. Mais même si vous prenez des mesures justes, elles vont aussi avoir un impact pour ceux qui ont le moins. Pas le même, mais elles risquent d'en avoir un, vu qu'on est quand même dans la partie la plus riche, même s'il y a une pauvreté qui se développe très importante dans les ex-pays industriels. Et donc, du coup, ça devient très difficile d'avoir des politiques où on a un effort à consentir dans un paysage aussi différent d'information. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas les conditions requises pour partager sérieusement avec une population des difficultés bien réelles qui exigent des efforts. Ça, c'est ce que je trouve le plus inquiétant. Le fait qu'on n'ait pas les conditions requises, est-ce qu'il n'y a pas un problème de départ au niveau des temporalités, de la perception des temporalités, aussi bien par le public que par les élus, en fait, tous les acteurs de la société? Et on pourrait même lier ça avec peut-être un problème de communication au départ du GIEC sur la réalité du changement climatique. Alors ça, c'est bon. Oui. Là, vous me tendez une perche, je vais saisir tout de suite. C'est un de mes sujets favoris, mais je ne sais pas pourquoi, hein, parce que quand vous connaissez les climatologues, c'est des gens, on va imaginer plus corrects. Mais si vous regardez la manière dont le GIEC a communiqué, c'est une catastrophe. Si j'avais été climato-sceptique, ou pire encore, si je serais ensemble, mais imaginez que j'étais patron d'Exxon et de Total à la fois. J'aurais été hyper content. Je me suis dit, ils sont géniaux ces gens du GIEC. Je ne les ai pas payés et ils font exactement ce que je veux. C'est-à-dire, ils racontent aux gens qu'on a un problème de température moyenne, mais plus vous en avez à foutre. La température moyenne, vous ne la sentez pas. Et puis en plus, vous leur dites que c'est pour la fin du siècle. Si vous avez voulu avoir une communication pour faire que les gens ne réagissent pas, alors celle du GIEC était vraiment merveilleuse. En plus, on va rentrer un petit peu dans les détails. Focaliser les gens sur une température moyenne, à un moment donné, je rappelle qu'entre la fin des années 70 et aujourd'hui, on a une température moyenne dans les pages creuses de l'atmosphère du globe qui a augmenté d'1 degré. 1 degré en 40 ans, c'est gigantesque. Quand vous passez d'une ère glaciaire à une interglaciaire, et vice-versa, sauf accident, c'est 1 degré tous les 1000 ans. Là, on a eu 1 degré en 40 ans. Donc, parler comme objectif, donner une moyenne, mais vous la calculez comment, votre moyenne? Là, j'ai enregistré récemment un livre oral qui sera, puis après ça sera un vrai livre au PUF, avec Jouzel et Letreut, qui sont deux climatologues que vous devez connaître, et qui sont des gens proches, que je connais bien, que j'aime beaucoup. Je me posais la question, comment vous l'établissez en moyenne? Bon, et allez chercher ça, en tout cas dans le rapport des décideurs pour le GIEC, vous ne le trouverez pas. Alors ça, c'est pas génial, il faut sensibiliser les gens à la moyenne à l'année. Parce qu'effectivement, ça signifie quelque chose par rapport aux événements qui se produisent dans l'année. C'est un peu plus compliqué, mais en gros quand même. Et puis, vous avez la question du budget. C'est pas simple non plus la question du budget carbone. Parce que quand vous émettez une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle va déployer immédiatement 1/3 de son pouvoir de réchauffement global. Et les 2 autres tiers, elle va le faire au gré des décennies avec un jeu de rétroaction positive assez complexe. Donc vous arrêtez où votre budget carbone? Si vous regardez le climat d'aujourd'hui, si vous voulez, pas le climat, le degré d'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est 47% de plus pour le dioxyde de carbone que ce qui existait avant l'ère industrielle. Vous avez pratiquement
quelques poignées près, décider du climat que vous aurez en 2020. Les taux se desserrent, la décennie qui vient, puis se desserrent de plus en plus. Et ce qui fait que le climat d'aujourd'hui, c'est nos émissions cumulées jusqu'à il y a 20 ans, grosso modo. D'accord? Donc comment vous établissez un budget à partir de là? Donc en fait, j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est pas volontaire, hein, j'accuse personne, mais que c'est tellement compliqué, puis on a compris ça de façon aussi assez progressive, le fait que les gaz, le CO2 allait rester dans l'atmosphère largement l'un de la durée théorique d'une molécule qui est d'un siècle et demi, mais si vous regardez les travaux d'Archer, l'estimation, c'est que dans 10 000 ans, vous aurez à peu près encore un tiers des émissions qu'on a envoyées, qu'on va encore envoyer dans les décennies peut-être qui viennent. Donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile, mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte ce qu'on ressent. En fait, nous, ce qui nous bouge, c'est les événements extrêmes. Et puis, c'est les conséquences de certains événements extrêmes. Par exemple, sur la production alimentaire. Là, on va être sur des choses plus continues. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faut communiquer que sur des choses qu'on ne ressent pas. Je vous donne un exemple pour dire que c'est vrai des scientifiques quand même. Hervé Le Treut me racontait qu'avant 2018, en gros, son travail de climatologue, je dis, c'est pas que ça n'inquiétait pas, ça m'inquiétait un petit peu, mais un petit peu. C'est-à-dire que ça restait distant. Il est passionné par son boulot de modélisateur. Là, je rappelle qu'un modèle climatique, c'est une vingtaine d'années de travail avec des dizaines de chercheurs. Puis ensuite, vous le recalez en permanence en fonction de l'évolution de la réalité. Eh bien, il m'a dit, à compter de 2018, je n'ai plus du tout regardé mes modèles de la même manière. Même le scientifique, lui-même, le fait de sentir ou de ne pas sentir quelque chose, de le voir ou de ne pas le voir, ça a une incidence. Donc sur chacun de nous, l'incidence, elle est beaucoup plus forte. Et puis je vais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on disait sur les événements extrêmes. Il ne suffit pas à changer la conscience des gens. C'est pas vrai. Si vous regardez justement les inondations d'Allemagne, c'est pas là que les Grünen ont fait le plus grand score. Et j'ai pas de certitude, mais c'était une enquête un peu sauvage qui m'était rapportée. Mais en revanche, elle n'est pas sauvage du tout pour Xintia. Les gens qui ont vécu un événement extrême tiennent absolument à le considérer comme un accident. Et la plupart des gens qui vivent dans cette région d'Allemagne n'ont jamais eu une inondation comme ça, en tout cas pas de mémoire humaine, eh bien, l'idée pour eux, c'est que ce n'est pas le climat. Parce que s'ils pensent que c'est le climat, ça signifie que ça va se reproduire. En tout cas, qu'il y a une probabilité non nulle que ça se reproduise. Et donc, c'est hyper angoissant. Et là où les études ont lieu, c'est pour la tempête de Xintia, tous les gens qu'il a fallu extraire ne veulent pas faire le lien entre la tempête Xintia et le changement climatique. C'est absurde, mais c'est très humain. On est bizarre, on est fait plein de biais. Quoi. Et effectivement, dans la communication, il vaut mieux quand on peut, et quand on a un certain retour d'expérience, anticiper ces biais. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, en tout cas, il vaut mieux le faire. C'est intéressant ce que vous dites par rapport justement à la question de la perception du changement climatique dans la catastrophe. Et finalement, sur place, quand on la vit, on refuse d'y voir le rôle du changement climatique. Par contre, lorsqu'on n'est pas sur place, là, on a plutôt tendance à voir le rôle du changement climatique parce qu'il y a un côté qui est finalement déresponsabilisant, non? Oui, alors en plus, on en parlait tout à l'heure avant, en plus c'est compliqué parce que c'est vrai qu'avant 2018, sur les événements extrêmes, si vous voulez, on ne voyait pas la trace. Moi je parle plutôt du dérèglement climatique. On ne voyait pas. On la voyait pour la montée des mers parce qu'on est passé de 2 mm en moyenne au XXe siècle, on est proche des 4 aujourd'hui. On la voyait pour la température moyenne, ça, on n'avait pas de doute là-dessus. Mais sur les événements extrêmes, ce n'était pas évident. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y avait un maximum de température, il y a toujours les journalistes qui disaient « Ah ben c'est arrivé en 1940, c'est arrivé en 1885, 46 degrés dans l'Hérault, non, 49,6 à Lytton, non, 48 à Voyante en Sibérie, non, 50 à Athènes, non. » Donc, et puis les inondations, le reste, alors vous avez des choses qui sont bon. On a désormais des inondations hors normes. On a, alors moi j'aime beaucoup donner cet exemple quand il y a eu le cyclone Ophélia en octobre 2017. C'est un cyclone qui démarre au nord de l'Espagne et
qui se termine au nord de la Finlande. En fait, vous n'avez aucun modèle au monde qui peut le modéliser. Parce qu'il semblait aux scientifiques, c'est exclu que vous ayez un cyclone dans l'Atlantique nord-est à une telle latitude. Donc, le seul modèle, ça s'arrête à peine au-dessus, ça s'arrête à peu près à la hauteur de Brest, je ne sais plus où, du sud d'Angleterre. La modélisation, au-dessus, il n'y a pas, aucun logiciel qui est capable de le faire. Les méga-feux, c'est pareil, les méga-feux. Un méga-feu, c'est une température au sol, qui peut aller jusqu'à une augmentation d'un facteur 10. C'est des flammes qui atteignent la cime même des plus grands arbres, 60 mètres au-delà, d'où les koalas qui se font cramer, parce que par instinct, ils se réfugient sur là. C'est un feu qui engendre, on l'a vu en Californie, qui engendre des phénomènes météorologiques particuliers. C'est un feu qu'on ne sait pas éteindre. Or, vous pouvez lire dans le rapport 2007, ça doit être le rapport 4, je crois, du GIEC, nous connaîtrons des méga-feux, il n'existait pas à l'époque, nous connaîtrons des méga-feux durant l'été 2019-2020 en Australie. Oh les gars, ils sont arrivés un peu avant, ils sont arrivés quelques années avant en Californie, mais enfin quand même. Ça c'est bien regardé. Je pourrais vous donner des exemples inverses, mais enfin quand même, parfois ils ont vraiment vu la chose. Non, moi je pense que ce qui pourrait, si vous voulez, disons, mieux faire fonctionner la prise de conscience, et là je crois qu'on n'échappera pas, j'espère que je ne me trompe pas, c'est quand on aura des difficultés au continu. Et tant qu'on a tout ce qui est événement extrême, par définition, c'est un par-ci, par-là, mais il se multiplie. On voit bien qu'il se multiplie aujourd'hui. Vous savez quasi systématiquement, dans l'hémisphère nord, l'été, plusieurs canicules très sévères dans différents endroits de l'hémisphère nord, ce qui devait être extrêmement rare avant. Enfin, je n'ai même pas un exemple à vous donner, et ça devient quasi systématique. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, des maxima auxquels on s'attendait absolument pas. Alors, une des conséquences de tout ça, ça va être un affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. Parce qu'effectivement, quand vous avez une sécheresse, quand vous avez une canicule, ça peut brûler, et en tout cas, de manière générale, les plantes referment leur stomac, donc captent beaucoup moins d'énergie, qui va plutôt dans les racines que dans les graines. Vous avez la déstabilisation des écosystèmes, avec le pullulement de certains ravageurs, etc. Vous avez les pertes des sols, et puis à ça, vous ajoutez des phénomènes bizarres. Par exemple, il y a des études qui nous montrent que, en tout cas sous nos latitudes, l'augmentation de température débouche sur une augmentation de l'appétit des ravageurs. Vous avez aussi des pathogènes qui remontent du sud vers le nord. À ça, vous ajoutez les irrégularités de la météo. On a eu ça pour, mais pas seulement, mais notamment pour la production viticole cette année, en France, avec un printemps chaud suivi d'un mois au contraire, avec des températures largement en dessous des moyennes saisonnières. Et puis, vous prenez les tensions sur l'énergie qu'on va avoir. Pour l'agriculture conventionnelle, elle est pétée d'énergie. Donc, si on a des problèmes d'énergie, on aura forcément des problèmes de production alimentaire. Et donc, tout ça se cumule. Et donc, oui, ça serait, disons, la probabilité pour que dès cette décennie, et d'ailleurs cette année, pour la première fois, on a eu une pénurie de production de blé dur, mais c'est des phénomènes qui risquent de se reproduire, pas forcément tous les ans. Et petit à petit, la récurrence va se resserrer. Donc là, ajoutez peut-être à l'autre pénurie, effectivement, là, vous aurez une sensibilisation beaucoup plus forte. Là, on va commencer à comprendre qu'effectivement, on joue très, très gros. C'est pas lié finalement à un problème de perception de ce qu'est réellement la catastrophe, notamment dans les temporalités. À savoir qu'on perçoit la catastrophe comme quelque chose de brutal, de violent et de relativement court dans le temps. Alors que ce qui pourrait faire changer les choses est plutôt quelque chose qui s'inscrirait dans la durée. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de dire. Je pense que ce qui nous fera, alors sauf si la récurrence est trop rapprochée, enfin, mais comme elles ont lieu sur toute la Terre, et au même endroit, elles ne viennent qu'assez rarement, il y a des régions qui sont épargnées. Alors attention, les canicules, c'est quand même maintenant, c'est 19% de la surface terrestre. Donc, comme vous avez déjà 60%, sont les mers et les océans, donc c'est vraiment pas négligeable. Canicule et sécheresse, ça commence à devenir vraiment
phénomène qui commence à devenir récurrent. Mais oui, mais c'est... Alors, en plus, quand on parle d'effondrement, les gens, c'est Yves Cochet qui les habituait à ça, c'est-à-dire un jour vous réveillez et puis il n'y a plus rien dans le supermarché, pour moi ça c'est une connerie totale, ça n'a absolument aucun sens. On est dans une dynamique d'effondrement. Et tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ce sont des éléments d'effondrement, et ça va continuer. Mais c'est vrai que quand on aura affaire à plus que des gènes, enfin au minimum des gènes continuent, pas avoir assez à bouffer, c'est plus qu'une gêne. Bon, et continue avec une récurrence très, très rapprochée, là, les amis, on change. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais pour revenir à la COP, là on s'inscrit finalement dans une temporalité qui nous renvoie, il faudra absolument faire quelque chose d'ici 2030, sinon ce sera trop tard. Est-ce que finalement il n'y a pas un décalage entre ceux qui décident et ceux qui vont vivre les conséquences, notamment un décalage entre finalement ceux qui sont aux manettes à l'heure actuelle, qui d'ici que ça devienne vraiment grave, vont peut-être quitter ce monde, et en fait on laisse quelque chose aux plus jeunes et aux plus enfants. Et la prise de conscience se fait davantage en fait à ce niveau-là. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur la mobilisation des jeunes, qui a été un petit peu contrecarrée par le Covid justement. Tout à fait. Alors, on va revenir à la mobilisation des jeunes, mais je prends votre question sur la temporalité. Oui, ça renvoie d'ailleurs à la critique que je faisais sur la communication du GIEC. Cela dit, ce qui a beaucoup changé, c'est le rapport SR15 de 2018 sur les 1,5 et les 2 degrés. C'est la première fois que le GIEC a dit à la communauté terrienne, si vous voulez, terrienne, que non, là, les amis, si on veut, alors à l'époque c'était les 1,5 degrés, ça n'a absolument plus aucun sens aujourd'hui, même avec la histoire du budget carbone, on a bouffé plus de 90%. Mais bon, on leur a dit non, si vous voulez éviter les plus gros dégâts, c'est grosso modo moitié moins d'émissions d'ici à 2030. Mais attention, pour arriver en 2030 à moitié moins, et en plus à l'échelle internationale, c'est un effort qu'on fait au moins à partir de 2020. Donc là, pour la première fois, on a mis le présent dans la balance. Et on a dit aux gens, non, l'effort, c'est au présent. C'est maintenant. Et pour des dégâts très rapides, 10, 20, 30 ans, déjà en cours, mais qui vont s'intensifier dans la décennie et dans les décennies suivantes. Donc là, c'est tard, c'est 2018. Là, on commence à changer de temporalité. Et pour revenir aux jeunes de la grève du climat, eux, ils ont bien compris ça. Et pour eux, il est évident que s'ils veulent sauver leur peau, en tout cas ils le voient comme ça, on pourrait nuancer, mais s'ils veulent sauver leur peau, c'est agir maintenant. Et ça, effectivement, c'est pas encore rentré dans la tête de la plupart des gens que le climat, de toute façon, le dérèglement est en cours, et on a une intensification, et l'intensification, elle est sévère dans la décennie, et plus encore dans la décennie qui suivra. Alors pour revenir, oui, sur les jeunes, moi j'ai été très surpris de l'enquête qu'a publiée le Lancet à la mi-septembre, où là, ils ont interviewé 10 000 personnes sur 10 pays, et dans ces 10 pays, il y avait les Philippines, le Nigeria, l'Inde et le Brésil, pas des pays anciennement industriels. Et là, 3/4 des jeunes interrogés qualifient leur avenir d'effrayant. Ça, c'est effrayant, justement. Et puis, 39% s'interrogent sur le fait d'avoir le caractère raisonnable d'avoir des enfants ou pas. Et j'ai plus le chiffre, je sais plus si c'est 52, 58 ou 58% des jeunes interrogés s'interrogent carrément, enfin, oui, se posent des questions sur le devenir des êtres humains sur Terre. Et ça, moi je pensais que c'était plutôt une partie d'une classe d'âge et la mieux formée. J'en sais de temps en temps, je donne un cours par an à des enseignants qui enseignent dans des cours professionnels et qui me disent que leurs élèves, en général, sont plutôt complotistes et, en tout cas, en apparence, indifférents aux enjeux climatiques. Ce sondage dit l'inverse, c'est à l'échelle mondiale. Maintenant, il y a des pays, par exemple les Philippines, etc., où, si vous voulez, et c'est vrai de l'Inde, où les phénomènes extrêmes sont hyper violents et où les choses sont encore beaucoup plus... Et pour l'Afrique, par exemple,
les choses sont beaucoup plus sensibles qu'elles ne le sont en Europe, même si elles commencent à le devenir. Donc voilà, ce qui se passe avec la jeunesse, si vous voulez, c'est vraiment un phénomène unique dans l'histoire du monde, qui nous renvoie à une forme de globalisation. D'ailleurs, le climat, c'est une question globale, mais qu'on en soit arrivé à si vous voulez, une jeunesse aussi effrayée, c'est aussi l'effet anthropologique, me semble-t-il, de 40 ans de néolibéralisme. C'est-à-dire de 40 ans d'insistance, si vous voulez, de super-individualisation, d'insistance sur le court terme, sur la jouissance, sur la consommation. C'est-à-dire que j'ai regardé il y a quelques mois là, un documentaire sur Pompidou quand il était président de la République. Et on le voit arriver dans sa maison de campagne avec sa déesse. Bon voilà, c'est une maison de campagne comme beaucoup de bourgeois en nombre. C'était une bailleule de bourgeois, c'était un discours de bourgeois. Je ne dis pas ça avec négatif, je dis simplement par classe d'âge. Et donc c'était vraiment un homme normal. Trump, c'est un milliardaire. Poutine, c'est un mafieux. Xi Jinping, c'est un empereur. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas du tout les mêmes êtres humains. Et donc, on est. Et Macron, je vous laisse deviner. Mais on n'a plus affaire à des gens ordinaires qui sont au pouvoir. Et en plus, ils se prennent tous un peu augmentés du chapeau. Et donc, ça, je crois que c'est très, très important. Et c'est ça qui est terrible dans les situations de choix, c'est qu'on cumule, encore une fois, toutes les difficultés. Mais, on va quand même garder un peu espoir, contre ce que je dis tout à l'heure. Alors, c'est plutôt les sondages d'avant le Covid, mais je me souviens de l'enquête de Bosco sur les attracteurs de l'avenir, et c'était corroboré par d'autres sondages. Il y a quand même en France 55% des gens qui, d'après ces différents sondages, sont quand même plus ou moins persuadés qu'une forme de sobriété finira par s'imposer. Ça ne veut pas dire qu'ils la souhaitent, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour l'instaurer, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas râler si jamais on le faisait, mais quand même, l'idée chemine dans leur esprit. C'est déjà pas mal. Est-ce que justement c'est une idée qui, à votre avis, est présente chez les jeunes de savoir, finalement, est-ce que cette mobilisation elle est liée à une peur de l'avenir ou elle est liée à une prise de conscience qui serait plus systémique, qui concerne finalement la question des modifications climatiques, qui pose la question des ressources, qui pose la question aussi du rapport au vivant, de la finitude des ressources, etc. Est-ce qu'on a, à votre avis, davantage cette prise de conscience globale ou on est dans quelque chose de plus flou? En tout cas derrière en question d'éducation. Non, je pense que chez les jeunes en Occident, c'est assez systémique, ce n'est pas que le climat. Ils sont ils ont une conscience très aiguë des questions d'injustice, ils ont une conscience des autres difficultés, ils sont comme ça, anticapitalistes, on va revenir là-dessus, etc., etc. Donc ils ont une approche qui n'est pas uniquement climatique, et en tout cas quand elle est climatique, elle est sur la justice climatique, elle est assez globale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas focalisés sur leur seule nation, ils sont assez ouverts et aux injustices sur Terre. Non, si vous voulez, moi c'est une jeunesse qui est plutôt très sympathique pour tout vous dire, et que je trouve assez extraordinaire. Donc voilà, maintenant les pauvres ils sont bien seuls, s'ils vont écouter le débat de la primaire droite, c'était malade, il n'y a rien. En pleine conférence de Glasgow, il n'y en a pas un qui parle d'environnement. Ils sont où? Ils habitent où ces gens? C'est un peu la question de savoir comment réenchanter d'une certaine manière la politique, au sens noble du terme, compte tenu du niveau du discours, parce que c'est assez intéressant, et c'est d'ailleurs dommage que François Jeunet ne soit pas là, parce qu'on aurait pu du coup parler effectivement de la question de l'immigration et de tout ce qui va accompagner les conséquences des modifications climatiques, et qui pose évidemment question compte tenu finalement du rapport qu'on a déjà aux migrants, à l'autre, dans une situation qui a strictement rien à voir avec ce qui nous attend dans le système. Tout à fait. Alors, ce qui nous attend, ça va dépendre des scénarios, du niveau de stabilisation auquel on va parvenir
en termes de température, c'est plutôt mal parti, hein, les amis, parce que là, effectivement, si le scénario dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aller plus 14%, et encore, à mon avis, sous-dimensionné, sous-estimé, si effectivement on continue à augmenter nos émissions, le fait d'avoir plus de 3 degrés de température moyenne au bout d'un certain temps, sans doute après 2050, vers 2060, 2070, c'est tout sauf absurde. Et là, on sort, si on a un scénario qui stabilise du côté des 2 degrés, peut-être une grosse partie des courants migratoires seront internes au pays. C'est-à-dire que là, vous avez une étude qui est sortie de la Banque mondiale, elle n'a pris en compte que la question de la montée du niveau des mers et de la salinisation des nappes côtières que ça implique. Donc vous avez déjà aujourd'hui, dans l'état du Gange, des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture depuis des millénaires qui doivent partir parce que les terres sont salinisées. Mais si en revanche on va sur des phénomènes très, si vous voulez, qui sont liés même déjà qui commencent là quand on approche les 2, quand on dépasse les 2 degrés, là on a des phénomènes, si vous voulez, d'augmentation de la température moyenne qui peuvent rendre des régions qui sont encore viables aujourd'hui qui ne le seront plus. On a des devenirs arides qui font que certaines régions ne le sont plus. Donc là, ça devient déjà plus tendu, ça peut être des courants migratoires à plus large échelle. Si on allait jusqu'à une température moyenne qui approche les 4 degrés, on pourrait avoir jusqu'à un tiers de la Terre qui connaîtrait une température moyenne de 29 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus du tout viable. Là où on peut vivre en permanence sur un territoire, c'est quand la température moyenne oscille entre 11 et plus 16 degrés. Plus 11 et plus 16 degrés. Donc là, on aurait des territoires, et de larges parties de la Terre qui seraient, et ça pourrait aller jusqu'à un tiers, qui seraient inhabitables. Après, vous avez un phénomène qu'on a découvert. Bon, le premier papier que j'ai lu là-dessus, c'était 2014. Je ne pense pas que c'était présent dans les littératures avant. C'est ce qu'on appelle la chaleur humide. C'est quoi la chaleur humide? Nous sommes des machines thermodynamiques et donc on régule notre température interne qui doit rester constante à 37 degrés par la transpiration. Donc si vous avez par exemple une température de 35-36 mais une humidité de l'air qui dépasse les 80%, eh bien la marge que vous avez pour sortir la chaleur par évaporation de votre transpiration, elle devient très faible. Si la température monte et si en plus l'humidité monte, ben, il y a un moment donné, si vous n'avez pas un refuge dans un lieu sec ou dans un lieu moins humide, ben, vous crevez en quelques dizaines de minutes et au mieux vous allez crever en quelques heures. Ça veut donc dire que, et ça on pensait que ça ne commencerait que, enfin oui plutôt seconde partie du siècle, encore qu'il y avait des modèles un peu différents, mais bon. Et en fait on a expérimenté ça cet été, dans le Golfe Persique et au Pakistan. Et sympa comme on est, on a regardé que l'effet sur la santé même. Et bien sûr, ça va toucher d'autres animaux à température constante. Ça va toucher aussi les plantes. Vous avez aussi un phénomène de respiration et de transpiration. Et ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune étude. Et donc là, oui, vous pouvez avoir des zones hyper vastes où vous ne pouvez plus vivre dehors. En tout cas, vous devrez revenir très régulièrement. Donc, ça associé à d'autres difficultés, vous pourriez avoir, si vous voulez, plus on monte en termes de température, plus on peut avoir des flux migratoires qui, évidemment, ne se limiteront pas à la migration interne à un pays, mais sont forcément transnationaux. Donc, quand vous faites une campagne où vous incitez à la haine, déjà, si vous n'êtes pas, entre guillemets, genre cette expression, bête de souche, ça va vachement vous faire plaisir. Vous devez vous sentir bien dans ce pays, quand vous avez des gens qui tiennent ce discours. Ensuite, tenir ce discours et faire comme si les problèmes d'environnement n'existaient pas, c'est rendre le scénario que je viens de vous indiquer, et là c'est pas 2000 personnes à la frontière biélorusse et polonaise, c'est sur des décennies
des dizaines de millions de personnes. Et des dizaines de millions de personnes qui savent que vous êtes la cause du problème et que vous n'avez rien fait. Donc, si vous voulez prendre de façon stupide la question de l'immigration, vous suivez Zemmour, Bolloré et tous les gogos qui suivent. Là, vous êtes sûr que le problème finira par être ingérable. Ça s'appelle la cohérence humaine. Pour revenir à la COP26 et aussi le lien avec votre livre, qu'est-ce que vous pensez de la décision qui a été prise autour de l'Amazonie, finalement, avec l'arrêt de la déforestation? Bon, attendez, c'est Bolsonaro qui dit ça. La déforestation n'a jamais été aussi élevée. Et lui a dans son programme de tout déforester et de flinguer tous les Amérindiens. Donc c'est clair. Là, vous avez vraiment un abruti doté d'un fou, le tout dans une enveloppe de psychopathe. Donc, vous avez la totale. Donc, on ne discute même pas. Et vous savez comment il était élu? Par des mensonges sur WhatsApp, etc. Avec les évangélistes américains à la manœuvre. Et eux qui ont un projet religieux, d'ailleurs. Donc il n'y a pas que les fondamentalistes musulmans, ceux-là je ne sais pas beaucoup, mais des fondamentalistes vont en avoir de différentes sortes. Et donc, si vous voulez, en matière d'émulation dans le degré de cinglé, franchement, il n'y a pas d'argent. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à la salle, si vous avez des questions. Bonsoir. Alors, si la situation climatique est catastrophique et si les politiques ne vont pas nous sauver du pétrin dans lequel on est, j'aurais une question toute simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est une question excellente. Je me la pose tous les soirs. Alors, moi, ce que je suis, comment dire, ce qui change une société, ça n'est, dans un premier temps, jamais la majorité. C'est toujours une minorité. Simplement, la minorité, dans un système démocratique, elle finit par faire changer la majorité. Si vous regardez la consommation de viande, pour prendre un sujet qui vous est cher, ben on a fait bouger les choses. Et elles commencent à bouger. Moi, je suis un fervent partisan de la désobéissance civile. Et ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a, et c'est ce que je disais dans mes élites qui sont différentes selon qu'elles sont mannettes, selon qu'elles occupent d'autres postures, c'est que il y a la conjonction de niveaux de protestation différents. Et je trouve par exemple que le fait que vous ayez beaucoup de scientifiques, plus de 1000, qui aient soutenu, et à plusieurs reprises, la désobéissance civile, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que, alors je sais bien que le langage de nos jeunes, il est très politique, comme ça, un peu extrême, mais on voit bien qu'il y a une part de la société qui ne partage pas forcément la forme de radicalité, et on pourrait parler de la radicalité, moi aussi de certaine manière, je suis radical, mais tout dépend de ce qu'on entend par là, mais en tout cas une radicalité plus classique, et qui apporte leur soutien à cela. En Suisse, vous avez les deux associations, les grands-parents pour le climat et les aînés pour le climat, alors je ne dis pas qu'ils sont fous, bon, et qui soutiennent les grévistes du climat. Et encore récemment, j'habite à Lausanne, donc c'est le petit canton de Vaud, du côté du Conseil d'État, c'est le gouvernement. Alors, ce n'est pas la même tonalité du côté de la justice vaudoise qui, là, c'est pas la Cour suprême hollandaise, ni la Cour constitutionnelle allemande, là, c'est plutôt la basse-cour. Mais
vous avez une sensibilité assez aiguë à cette protestation de la jeunesse. Et j'espère, parce que parfois les sociétés peuvent changer quand elles ont... Il y a parfois des bascules qui sont rapides. On n'a même pas 10 ans, on a 7 ans pour faire la bascule. Peut-être pas. Si on ne la commence pas maintenant, dans 7 ans, on ne sera pas très loin. C'est pas impossible que les choses puissent changer. On voit bien que la société, elle est travaillée. Et quand vous regardez ce qui s'est passé justement en France avec le style de débat qu'on a aujourd'hui, c'est quand même, si vous n'aviez pas l'échec de Bolloré, on ne serait pas tout à fait là. Moi, j'ai vu la montée de Zemmour a été assez folle. Fin des septembre, le soir, quand je suis fatigué, je me mets à LCI. Personne n'est parfait, je suis désolé. Et là, j'ai vu monter le sujet, je ne comprenais pas, j'ai vu monter le sujet Zemmour. Vous savez, ce type, il est, enfin, 15% dans les sondages, mais ces 15%, ils ont été mais vraiment sciemment fabriqués. Voilà, je n'ai pas de meilleure réponse à vous donner que celle-là. J'en suis désolé. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, je pensais que ça se vérifiait parfaitement parce qu'on voyait bien que la mobilisation variait vraiment avec le niveau de formation. Alors, si vous regardez le mouvement estudiantin du réveil écologique, il est parti des grandes écoles. Vous aviez dans les UIT, en BTS, une mobilisation climatique beaucoup plus faible que dans les grandes écoles et même à l'université. Et c'était vrai ailleurs. En Suisse, il n'y a pas de système de grandes écoles, en Allemagne, il n'y a pas de système de grandes écoles. Et puis finalement, cette enquête du Lancet, si on élargit à la jeunesse internationale, compte tenu de ce qui se passe sur certains territoires, ça ne se vérifie pas de manière aussi simple, puisque là, c'est 3/4 des jeunes. Et dans des pays où vous avez un accès aux études supérieures qui est plus faible. Et donc là, il y a un relais sensible qui est vraiment là, déjà, si vous voulez. Donc, voilà, j'étais vraiment complètement au diapason de ce que vous dites, et puis j'ai l'impression que c'est un peu moins vrai maintenant. Est-ce que c'est une question de solidarité ou de renaissance des solidarités qu'on a à travers le mouvement des jeunes, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle globale ? Ah, c'est fondamental. La question du climat, la question de la biodiversité, la question des ressources, l'affaiblissement de nos capacités de production alimentaire, tout ça, ça en passe par l'esprit de solidarité. Si on ne sait pas recouvrer cet esprit de solidarité, d'où aussi l'intérêt sur les communs, le fait qu'on a beaucoup de petits collectifs qui se développent. Et moi, il y a un sujet qui me passionne, c'est le retour à l'agriculture aujourd'hui. Je dirais même le retour à la terre. Alors vous avez, ça arrive d'autant mieux qu'il y a une grande partie de la population paysanne actuelle qui va partir en retraite dans les 10 ans, mais vous avez 30%, et c'est franchement pas facilité par les organismes, vous avez 30% des installations en France qui sont le fait, il y a même une appellation pour les désigner, le fait de gens qui ne sont ni enfants, ni petits-enfants d'agriculteurs. Et là, moi, je travaille un projet d'université paysanne sur la ferme de Miancé, avec son conservatoire des variétés anciennes, qui est toujours la ferme de Philippe Desbrosses, qui était un acteur pionnier de l'écologie, de l'agriculture biologique, mais
plus largement l'agroécologie en France. Il a monté depuis le milieu des années 90 une école de maraîchage permacole. Et systématiquement, les gens qui viennent se former, c'est souvent des gens qui ont un parcours professionnel. Ça peut être chercheur, ça peut être avocat, ça peut être agronome, il y en a évidemment quand même aussi, ça peut être prof de littérature, j'en sais rien. Et des gens qui ont accumulé quand même un petit pécule entre-temps, et qui vont s'installer, mais qui vont s'installer sur des micro-fermes. Permacole intensive. Et donc c'est un mouvement qui est très intéressant. Donc par le bas, la société bouge. Et ces gens-là, ils n'ont pas l'esprit hyper individualiste néolibéral. Hein. Ils le vomissent. Et parfois, ils en ont été acteurs. Et ils le vomissent après l'avoir connu. Ça, c'est très intéressant. Donc, voilà, c'est tous ces éléments-là qui redonnent espoir. Il y a une espèce de mouvement par le bas. Et pas par le bas, quand je donne des exemples de type civilisation, les morales anthropocentrées, les artistes qui essaient, il y aura d'ailleurs une expo dans quelques mois, quelques années, je ne sais plus, même au musée d'Arbonne de Strasbourg, j'ai vu un document circuler, etc. Il y a, si vous voulez, dans tous les domaines, on voit qu'il y a une manière de penser, d'être alternative. Elle est comme écrasée par le débat public débile de CNews, ça c'est sûr, mais ça existe. Et ça se développe, et ça finira par s'affirmer. Ça, j'ai pas tellement de doute là-dessus. C'est un peu d'optimisme en dépit de l'état de la situation. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je prends là-bas derrière. Oui, merci de me donner le micro. Une question qui replace la soirée dans les 3 jours sur la violence, puisque vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot violence. Alors, peut-être simplement une piste, quand il y a un acte terroriste, tout le monde est sidéré, tout le monde est excédé, enfin, ne comprend pas, alors que quand on souille la planète, c'est pas du tout le même sentiment. Or, on vit dans une culture où les valeurs, c'était pour les humains et pas pour la nature. Peut-être quelques mots là-dessus. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est tout à fait présent et c'est un sujet extrêmement important. Alors, on va les bonnes messagers, je suis désolé. Bon. Mais on assiste aujourd'hui à une destructivité de l'espèce humaine qui est quand même gigantesque. On est en train, je vous l'ai dit, si je veux résumer les enjeux cumulés, le climat compris, mais les autres enjeux écologiques, l'enjeu c'est aujourd'hui une péjoration de l'habitabilité de la Terre et même une réduction des zones habitables possibles, et pas simplement pour l'espèce humaine, pour l'ensemble de ce qui vit. Si je vois par exemple pour les vertébrés sauvages aujourd'hui, c'est 3 à 4% de la biomasse des vertébrés. Un tiers, c'est les êtres humains, les 2 autres tiers, ce sont nos animaux domestiques. Si je regarde les récentes études sur non seulement les insectes violents, mais plus généralement les arthropodes, tout ce qui n'est pas vertébré, mais ce qui est articulé à l'extérieur, avec une carapace évidemment pour se déplacer, plutôt articulée, des études récentes, depuis 4 ans, nous montrent qu'on est confronté à un effondrement des populations d'arthropodes. La microfaune des sols, c'est pas mieux. Si vous prenez une variété végétale trafiquée d'aujourd'hui, vous n'avez plus d'endophytes, il n'y a plus de microbiote. Si vous reprenez une variété ancienne, les endophytes sont là, etc. C'est-à-dire que notre civilisation a détruit avec détermination, sauvagerie masquée, la vie sur Terre. Et en plus,
Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, du côté du numérique, etc., le système d'information dont je parlais tout à l'heure, mais aussi le fait que beaucoup de techniques tendent aujourd'hui non pas à intensifier, à accentuer des capacités humaines, mais au contraire à s'y substituer. Là aussi, pour moi, c'est une forme de violence, c'est une forme de destructivité extrêmement importante. On est dans une culture extrêmement simplificatrice, hyper violente et hyper destructrice. Et donc là, avec l'environnement, on est au cœur du sujet de ces 2 jours. Et là aussi, alors ça, c'est vraiment l'objet du livre qu'on a écrit avec ma collègue amie Sophie Svaton, Primauté du vivant. C'était d'essayer de comprendre en quoi, finalement, le mécanicisme, je vais dire mécanisme parce que c'est trop, le mot est trop compliqué, qui s'est affirmé fin du XVIe, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe, qui a d'ailleurs été une violence terrible. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'un livre d'un historien anglais, Kev Thomas, qui montre comment, entre le XVIe et entre 1600, XVIIe, début XVIIe et fin du XVIIIe, début XIXe, comment le mécanicisme s'est instillé partout dans la société avec une violence terrible, un mépris pour les couches populaires. Ça a fini par donner les traités de zootechnie au XIXe siècle, au XXe siècle, l'élevage industriel avec ce qu'on connaît. Donc on a une civilisation qui s'est coupée du vivant. Et ce même mécanisme, ça c'est le sujet du livre, plutôt par son propre développement, est en train, c'est ce qu'on essaie d'affirmer, est en train de faire naître un paradigme nouveau, ce qu'on appelle nous la primauté des vivants, mais qui arrive très tard. Et avec une société qui va devoir, avec des sociétés qui sont sans doute différentes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont globalisées, qui vont devoir éclore sous des conditions écologiques extrêmement difficiles. Et oui, la violence est au cœur de la civilisation qu'on a fini par produire. Et en même temps, alors c'est toujours paradoxal, c'est aussi cette civilisation qui a produit les droits humains, etc. Mais en tout cas, sur certaines strates, elle était d'une violence absolument inouïe, et dont on prend pas toujours une juste mesure. Est-ce que justement, la mobilisation des jeunes ne vient pas de cette prise en compte, de cette réalisation de la violence? Si, alors c'est très compliqué parce qu'en même temps, eux-mêmes sont confrontés à la question de la violence. La Suisse, c'est pas un pays hyper violent. Avant les grèves pour le climat, quand on voyait une manifestation à Lausanne, moi je suis un peu grand, je pouvais voir par-dessus les policiers, j'arrivais à avoir un manifestant ou 2. Et là, depuis, alors c'est fini, la Covid a tout cassé, mais le printemps 2019, on a vu jusqu'à 12 à 15 000 à Lausanne. 12-15 000 gymnasiens et gymnasiennes, étudiantes et étudiants dans la rue, c'est 1 million de personnes à Paris, à peu près la proportion. Et donc, ça, c'était complètement étonnant. Et puis, cette jeunesse assez proche d'Extinction-Rébellion, s'est lassée. Et quand il y a eu une ZAD à Lausanne, on en a une en Suisse, wow. Et bien, la ZAD à Lausanne, si vous voulez, c'était tous des anciens d'Extinction-Rébellion, presque, très déçus, qui voulaient quelque chose de plus radical, et on voit bien qu'ils étaient un peu tentés par la violence aussi. Et je veux dire, il y a des brochures un peu débiles qui sont en train de leur dire que la non-violence c'est de la connerie, etc., et que la violence qui marche. Non, bon, écoutez, je suis vraiment désolé, mais quand on voit ce qu'a été le XXe siècle, on peut même remonter à la Révolution française, une société qui se laisse aller à la violence, c'est une société qui institue un mécanisme de sélection de tous les psychopathes. Donc on a déjà pas mal, effectivement, c'est assez bon, on peut déjà commencer, mais franchement, sans moi les amis. Mais voilà, donc cette jeunesse à la fois, elle a compris que le système dominant, capitaliste si vous voulez, est hyper violent et destructeur, et humainement destructeur. Allez, l'idée de mettre 8 milliards de personnes en concurrence sur une planète pour qu'on pense qu'elle est plate, puisqu'on neutralise tous les déplacements,
ce que vous avez dans l'article 3, alinéa 5 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, effectivement, c'est un système hyper violent. Y répondre par une violence, bon, le jour où on sera dans un désespoir total et où tout sera brûlé, oui, effectivement, pourquoi pas, il n'y aura plus que ça à faire, mais le faire de manière anticipée avant, je pense que c'est une énorme connerie. Je pense qu'on est à un moment donné où on a une partie de la population qui peut basculer. Et une violence intempestive me semble le meilleur moyen d'interdire cette bascule. Ça, c'est mon opinion, vous pouvez ne pas la partager. Mais en tout cas, c'est la mienne. Bonsoir. J'avais vu un économiste qui parlait d'une économie bleue, il l'avait théorisé. Et en fait, je voulais savoir pourquoi personne n'en parle et si c'est possible en fait de le faire. En fait, il l'a théorisé de façon mondiale. Vous ne pensez pas à Walter Paoli? Exactement. Bon, j'ai quelques petites préventions avec le personnage que j'ai un tout petit peu fréquenté. Je ne suis pas dans l'enthousiasme absolu, mais si vous voulez, je pensais que... C'est compliqué, mais penser qu'on peut avoir absolument partout le même modèle, en plus, si on l'a expérimenté à une petite échelle, déjà ça ne marche pas très bien. Le même modèle avec des histoires, des contextes géographiques qui sont très différents, même si effectivement on va avoir des lignes de force qu'on pourra retrouver dans des contextes différents, mais le même modèle comme ça, tout simple, et suivez-moi, vous allez voir, tout va bien marcher demain, j'ai des doutes. Hein. Et puis, si vous voulez, on peut s'inspirer de modèles divers, mais une société change quand on ne se fie pas à un gourou, mais quand on prend soi-même en main les choses et quand on essaie des choses assez différentes par endroit là. Je n'ai pas suivi la Gunther depuis au moins une décennie, j'avais été, si vous voulez, un peu refroidi, pour ne pas dire plus. Bon, peut-être qu'il a de très bonnes idées, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes idées. J'en connais plein, je suis éditeur, donc là, franchement, je peux vous en donner plein. Ok, le problème, c'est qu'on ne les pratique pas, il y a un petit problème. Quoi. Donc, et puis, encore une fois, au-delà des idées, ce qui est vraiment intéressant, quand je vous dis par exemple que 30% sont, on voit là, ça se fait. Il y a des gens qui font. Quand on voit que dans différents domaines, on a des idées qui émergent, c'est pas un gars dans son coin. Ça émerge de façon nationale. Je préfère me fier, si vous voulez, à ça, à un plan tout fait. Maintenant, même ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, sur justement le 100% ENR, même ça, ça va être assez différent, même si on va pouvoir avoir des techniques qui vont se croiser. Mais entre un pays de montagne, un pays qui a énormément de côtes, les choses vont là aussi se poser un peu différemment. Donc j'ai toujours une espèce d'appréhension quand on me dit voilà, j'ai une solution générale. Dans le genre, il y avait le livre d'Isabelle Delannoy sur l'économie symbiotique, qui était très intéressant aussi, et puis qui s'appuyait sur des choses qui existent. Elle prétendait simplement changer l'échelle. Mais quand on regarde comment dans le concret ça peut se passer, ça ne suffit jamais. Il n'y a jamais comme ça, si vous voulez, un plan social qui sortirait de la tête casquée d'Athéna et qui suffirait de déployer ça. J'ai des doutes. Merci. Oui, alors je voulais juste revenir peut-être sur 2-3 choses. Vous avez parlé un peu de la violence. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt les écologistes qui subissent la violence. On sait quand même qu'il y a des assassinats toute l'année, et pourtant c'est nous qui entendons que nous sommes des Khmer verts, ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi parlé beaucoup du climat et aussi de la biodiversité. Et moi, je vois aussi 2 autres aspects à la transition écologique, c'est aussi la finitude des ressources. Absolument. Et la pollution, parce que c'est des choses qu'on va devoir gérer après. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que je suis confrontée à des élus, des gens qui sont en responsabilité. Et pour eux, la transition écologique, ça va être de faire tout passer par le tout technologique. Et là où moi, ça me fait vraiment peur, c'est qu'ils n'ont pas cette vision de finitude
où ils se disent, plutôt que de gaspiller pour faire des nouvelles applications, pour faire, je sais pas moi, un tracteur autonome, c'est dans les cartons, hein, quelque part, plutôt que de se dire, toutes ces ressources, il faut les garder sous le coude parce qu'on va en avoir vraiment besoin très vite. J'ai peur qu'au moment où on est vraiment face du mur, toutes ces ressources, elles ont juste été gaspillées et puis enterrées, je sais pas où, en France. Donc voilà, moi ça m'inquiète. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour les faire réagir pour que ce soit quand même pas trop tard quand on aura vraiment besoin de changer? Alors, déjà, premièrement, je suis totalement d'accord avec vous sur deux points. Déjà, effectivement, on n'a pas le climat et le vivant, on a un problème de ressources, et vous avez raison de dire que, vu le cochonnerie qu'on a accumulé partout, on a un sacré problème de pollution. Et qu'on va traîner pendant des siècles et des millénaires. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très juste, et ça accroît les difficultés. Que pour beaucoup de gens, et notamment beaucoup d'élus, la transition écologique se résume à une transition énergétique qui elle-même se réduit au fait de permuter d'un système technique à un autre. Alors ça, c'est complètement répandu. Et c'est aussi répandu que le fait de dénier les questions de décroissance. Alors je sais que le mot n'est pas génial, moi je préfère parler d'optimum, c'est-à-dire qu'on est une civilisation qui a toujours cherché un maximum et qui s'était donné pour objectif de maximiser la production de richesse et de répartir la richesse ainsi produite, et on va devoir passer à une société de l'optimum. Et l'optimum, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est tenir compte de la finitude, et c'est même pas, comme je l'ai écrit avec mon collègue Asperger, c'est même pas être une empreinte écologique d'une planète, non, c'est 0,8 maximum. C'est-à-dire qu'on va devoir, pendant des décennies, permettre au système vivant de se régénérer. Donc d'avoir une empreinte écologique inférieure à une empreinte de 0,8. Donc oui, je n'aime pas trop ce mot, mais la transition écologique, elle est systémique. C'est une transition de civilisation. Et le fondement, c'est le passage du maximum à l'optimum, c'est-à-dire tenir compte de la finitude. Ça, c'est absolument certain. Et les gens qui veulent nous vendre, si vous voulez, le fait qu'on garde la même société, je ne sais pas pourquoi ils sont aussi attachés à cette société, d'ailleurs, mais qu'on garde absolument la même société et on change de technique, c'est absurde, parce que techniquement, et pour la raison que vous avez indiquée, parce que fournir l'énergie qui serait la nôtre aujourd'hui, sans même parler de son augmentation, avec des ENR, ça passe pas. On va très vite certains goulots d'étranglement. Donc ces gens-là sont dans l'illusion. Et c'est une illusion extrêmement dangereuse. Et c'est vrai qu'ils font toutes les conneries. La 5G, c'est une absurdité écologique, je suis désolé. Aller nous foutre des voitures autonomes, franchement, c'est rien. En plus des tracteurs autonomes, on n'aura plus vu. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est un dernier feu d'artifice criminel. Et alors que, effectivement, en matière de métaux semi-précieux, pour des usages beaucoup plus importants, on risque d'avoir des problèmes. Donc oui, vous avez totalement raison. Alors, comment faire pour leur faire changer la vie? Moi, ça fait 30 ans que j'essaie. Avec un succès absolument époustouflant. Alors moi j'avais aussi deux questions à vous poser. Déjà c'est lié en fait à l'aspect démographique. J'imagine que les questions écologiques elles ont un lien de cause à effet directement lié à l'augmentation de la population au niveau mondial. On a pu voir que des pays comme la Chine à l'époque étaient sur des politiques de l'enfant unique qui étaient au final peut-être assez intéressantes d'un point de vue écologique, même s'ils ne l'ont pas fait pour ça. Inversement, à cette période-là, nos sociétés occidentales n'étaient pas du tout en fait attrait à une logique démographique. Aujourd'hui, les tendances inverses, la Chine je parle de la Chine, ça je pourrais parler d'autres pays, mais c'est un bon exemple. La Chine est en plein développement, elle est peut-être déjà arrivée à un point relativement haut, et on voit qu'ils ont une volonté aujourd'hui
totalement inverse de se développer encore plus d'un point de vue démographique. Donc comment faire quand on a ce paradoxe-là entre voilà, des gens qui se rendent compte qu'il faut vraiment agir aujourd'hui et d'autres qui veulent se développer et peut-être qui peuvent justifier le fait de se développer. Donc comment on fait pour trouver des solutions comme ça? Ok, c'est une très belle question. Je vais vraiment un peu longuement parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, la démographie, elle joue un rôle direct sur la biodiversité. Et l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui, évidemment, la démographie humaine n'y est pas pour rien. Maintenant, si vous regardez flux de matière, flux d'énergie qui détruisent l'habitabilité de la Terre, là, vous voyez très bien que les facteurs de richesse sont quand même déterminants. Je vous redonne la statistique d'Oxfam. Donc, les 1% les plus riches sur cette planète émettent à eux seuls 15% des gaz à effet de serre. Les 10% les plus riches émettent 52% des gaz à effet de serre. Et les 50% les plus pauvres n'émettent que 7% des gaz mondiaux à effet de serre. Et vous aviez la vieille formule, la vieille équation de Ehrlich, l'impact, c'est-à-dire l'impact, c'est le produit de la population lié à son niveau de richesse, lié à ses technologies. Donc la démographie est un facteur, c'est de loin pas l'unique facteur. Évidemment, plus vous avez de riches, plus c'est une catastrophe. En fait, ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est pas facile à entendre, c'est le niveau de richesse. Alors attention, on peut arriver à un standard de vie très correct, avec l'optimum dont je parlais tout à l'heure, avec une empreinte écologique de 0,8, c'est pas impossible. On voit ça avec des pays comme le Costa Rica, comme Sri Lanka, ils sont à peu près à 0,7, 0,8. Et si on prend la nomenclature des 11 besoins fondamentaux de l'ONU, ils y arrivent presque. Et avec des techniques et une organisation sociale qui n'est absolument pas faite pour ça. Donc on doit pouvoir y arriver beaucoup plus facilement qu'ils ne le font, avec une société plus apaisée, où vous aurez des gens qui auront un bien-être, qui auront en tout cas l'imaginer accru. Maintenant, si on prend la question de la démographie aujourd'hui, alors la Chine c'est quand même très spécial, c'est-à-dire qu'effectivement avec l'enfant unique, le taux de reproduction pour une population, c'est 2,2, 2 enfants,2 par femme. Et donc, évidemment, avec l'enfant unique, waouh, c'est un choc démographique quand même qui est énorme. Maintenant, là vous avez raison, il y a certains dirigeants psychopathes dont je parlais tout à l'heure qui veulent rejouer sur la démographie comme un facteur militaire. Mais si vous regardez les tendances telles qu'on les voit aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait, on approche, on est tout près des 8 milliards, on pourrait s'approcher des 10 milliards, voire les atteindre vers le milieu du siècle, mais l'essentiel des 2 milliards de gens qui sont attendus, c'est non pas dans les pays africains en général, dans les couches pauvres des pays africains. Mais partout ailleurs au monde, vous avez ce qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire que partout, le taux de fécondité a très nettement baissé. Et parfois, il a chuté en 10 ans. Et des choses très spectaculaires. On est passé de 6 en 10-15 ans, on passe de 6 à 2 enfants. Et donc, évidemment, on va avoir une passe très difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'approche des 10 milliards sur le type de planète qu'on connaît aujourd'hui, ça va pas être très drôle. Mais, si vous voulez, les raisons de la décrue démographique derrière, elles sont là. Alors effectivement, on s'en tirerait mieux s'il n'y avait pas ces 2 milliards. On est bien d'accord, mais vous allez faire quoi? Alors, on pourrait, si on avait une aide ciblée à ces familles, on pourrait enrayer ça. Bon, c'est pas le cas. Mais voilà, remettez bien la démographie dans un ensemble beaucoup plus général et n'oubliez pas qu'on est quand même dans un mouvement au long cours. Prenez un pays comme l'Italie ou comme le Japon, vous n'avez plus un Italien, plus un Japonais dans 4 générations. Oui. Vous avez parlé d'optimisation, vous avez une croissance. Comment faire pour que cette optimisation, ne percute pas le social, ne devienne pas une violence sociale? Vous avez parlé des livres fondamentaux de l'ONU. On en est loin, je pense, en France, et donc on va les prévenir. Comment éviter
Alors, c'est vrai que si vous voulez, on a pacifié nos sociétés par la croissance. Mais un peu avec un leurre, parce que tant qu'il y avait de la croissance, si vous voulez, la redistribution pouvait être très partielle. Si vous n'avez plus de croissance, vous n'avez pas du tout la même redistribution. En fait, c'est le défi anthropologique qui est énorme. Si vous voulez, nos sociétés, elles se sont organisées entre la fin du 19e et disons la fin du 20e siècle autour d'un consensus en creux pour tous les pays occidentaux et industriels. On s'est entendu sur le premier consensus en creux, c'est-à-dire, je vous dirai pourquoi je dis en creux, c'est-à-dire qu'on doit maximiser la production de richesses sur Terre. On s'est ensuite, et ce n'était pas une évidence, les élites autrefois se foutaient de produire de la richesse pour les autres. Et puis, on s'est ensuite entendu sur le fait qu'il fallait redistribuer cette richesse. Là aussi, ce n'était pas évident. On arrive à peu près partout dans les pays industriels à ça vers la fin du 19e siècle. Ça se marque par l'avènement du droit social, la reconnaissance du droit de grève, des syndicats, etc. Donc, on avait un consensus en creux, et on pouvait s'organiser de façon polaire, droite-gauche, pour le réaliser. Sur la maximisation de la production de richesse, côté gauche, on était plutôt pour une rationalisation de la production, côté droite, pour une libération de l'initiative entrepreneuriale. Pour la redistribution de la richesse, côté droite, on était plutôt sur une redistribution géométrique, au prorata du mérite des uns et des autres. Et puis, côté gauche, on était plutôt sur une redistribution arithmétique, plus égalitaire, de la richesse. Et ça a très bien marché comme ça. La maximisation de la richesse, c'est totalement contradictoire avec la finitude de la planète. Et la statistique que je vous ai donnée tout à l'heure, et l'histoire la confirmerait, fait qu'un niveau d'inégalité de richesse important avec une élite très riche, c'est ça qui détruit l'environnement. Et donc c'est un véritable défi anthropologique. Parce que d'un côté, il faudrait qu'on accepte l'optimum, ça c'est plus facile, mais en fait, un optimum partagé, c'est-à-dire que le fait qu'en termes de richesse, en tout cas, pas patrimoniale, mais en termes de richesse nouvelle, si vous voulez, et de revenus, d'avoir des revenus extrêmement resserrés, bon, c'est pas simple à faire accepter. Et pourtant, écologiquement, c'est difficile d'imaginer autrement. Après, vous pouvez avoir des récompenses du mérite par le patrimoine, de manière plus immatérielle, etc. On est devant un défi énorme. Alors ensuite, après, tout le problème, c'est qu'effectivement, tous nos systèmes sont faits pour être des systèmes de croissance. Tout est conçu pour ça. Alors, on commence maintenant à essayer de modéliser des sociétés sans croissance. Mais c'est très récent. Et vous avez une génération de jeunes économistes qui se mettent vraiment au boulot. Comment, alors que tout pour nous va, et nos retraites, tout, nos systèmes de santé, la paix sociale, tout est lié à la croissance. Comment on peut faire fonctionner? Et ça va avec ce que je vous disais. Ça va effectivement avec un resserrement des revenus, sinon ça ne marchera pas. Et notre problème aujourd'hui, ce n'est pas la richesse, hein, c'est sa distribution. Et vous avez des élites qui ont réussi. Regardez Trump, il s'est fait élire par les plus pauvres, en grande partie. Et en promouvant une réforme fiscale qui va encore les appauvrir. Alors cela dit, en même temps, comme il a, si vous voulez, détruit pratiquement toutes les productions environnementales, les activités ont redémarré et il y a une production de richesse qui s'est accrue. Attention. Mais en même temps, en termes de fiscalité, il condamne encore les plus pauvres. Et ils sont très contents et continuent à voter pour lui. Voilà, c'est un classique, hein, beaucoup de gens réfléchissent dessus, il y a des réponses d'ailleurs assez raisonnables à ce phénomène. Mais, oui, si vous voulez, le changement à accomplir, il est vraiment gigantesque. Et il est anthropologique, donc c'est pas très étonnant que vos élus ne veuillent pas l'entendre. Et il n'est absolument pas assuré. Ça fait partie de la donne face à laquelle on est. Bonsoir, moi j'aimerais revenir sur la violence et la radicalité.
Attendez, j'ai du mal à vous entendre. Allez, juste un peu plus fort. Je sais pas, je commence. Merci. Donc j'ai remarqué que ce qui choque et ce qui fait parler, ce qui donne la visibilité, c'est pas la radicalité et tout ça. Sauf que ça donne forcément une mauvaise visibilité aussi. Comment arriver à un équilibre? Parce que... ouais. Bah, moi, je vous dirais que, si vous voulez, la radicalité, tout ce que je viens de vous dire, c'est hyper radical. C'est-à-dire que si on veut s'en sortir, il faut vraiment changer un peu tout. En ce sens-là, vous ne pouvez pas trouver plus radical. Après, il y a l'expression de cette radicalité. Est-ce que l'expression de cette radicalité, elle doit en passer par une violence? Alors, il y a des degrés bien différents de violence. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous fassiez ça, mais aller crever les pneus des gros 4x4, là où ils se réfugient tous, et c'est des gens qui sont en train de faire péter la planète. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein, mais voilà, il y a des degrés niveaux. Mais en tout cas, engendrer un système où vous allez donner libre recours à la violence et vous allez permettre aux plus violents de s'affirmer, là vous aurez l'effet inverse à ce que vous souhaitez. C'est ça la difficulté, si vous voulez, c'est-à-dire ne mélangeons pas les radicalités. On ne s'en sortira pas sans être radicaux. J'ai absolument aucun doute là-dessus, et tout ce que je vous ai dit, c'est ça. Maintenant, comment je fais ça sans me transformer pour autant, si vous voulez, en brandon de violence? Ben, c'est pas facile, je sais bien. C'est pas facile. Moi, j'ai plutôt tendance, si vous voulez, à penser, alors, à une de mes marottes, ça serait que dans les villes écolos, les mairies organisent la possibilité pour la partie de la population qui veut changer, de changer vraiment, de contractualiser avec des fermes, avec des entreprises, avec des lieux de distribution, où on commence vraiment à vivre autrement. Et puisque tout le monde ne veut pas le faire, déjà ceux qui veulent le faire. Donc moi je prêche plus, si vous voulez, par un changement à petite échelle, ou en tout cas à échelle partielle, par l'exemple, arracher ça à ce monde, pour le faire basculer sans recourir à une violence qui va faire qu'on va se perdre. Voilà. Moi, je prends plutôt ce genre de stratégie. On peut prendre une dernière question. Merci. Bonsoir. Vous parlez de radicalité et qui s'inscrivent à la fois la radicalité parce qu'il y a l'urgence et on comprend bien que ça va prendre un certain temps quand même. Comment vous situez-vous par rapport aux théories de l'effondrement? Excellente question. Si vous voulez, mon dernier thésard a fait sa thèse sur l'effondrement. Elle est publiée déjà en partie, on va publier le reste. On est dans une dynamique d'effondrement, on y est déjà. Simplement, si par effondrement vous entendez ce qu'entend Yves Cochet, qui est un type très bien par ailleurs, mais du jour au lendemain, dans tous les supermarchés de la Terre, les rayons sont vides, ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Je n'y crois pas une seconde. On est déjà dans une dynamique d'effondrement. Vous voyez, déjà, on a des problèmes sur certains matériaux, on a un problème de blé dur, et ça ira crescendo. Mais avec des effets qui sont très différents d'un endroit à un autre, et vous aurez des embellis plus locales, etc. On va vivre avec ça. Mais il est clair que vivre sur Terre va devenir plus difficile, qu'on va manquer de certains matériaux, ça va venir, c'est difficilement envisageable autrement, etc. Et il y a des manières d'être et de faire qui vont, et des institutions qui vont évoluer, disparaître, etc. Et vous n'aurez pas du jour au lendemain plus rien dans la société avec tous les gens qui vont tous se taper dessus. Ça, j'y crois pas. Merci beaucoup. Normalement, il faut qu'on s'arrête.